Après qu'il m'a largué, il voulait qu'on devienne des amis avec bénéfice. J'ai coupé tout contact puis j'ai commencé à sortir avec son frère. Ce qui s'est passé à leur réunion de famille était du pur karma. Je m'appelle Kira Hold. J'ai 29 ans et mon métier consiste à apprendre aux gens comment ne pas mourir lorsque la batterie de leur téléphone atteint 1% et que Google Maps abandonne. Sur le papier, mon titre est instructrice en survie en milieu sauvage et en éducation environnementale pour un programme de conservation de l'État dans les montagnes du Colorado. En réalité, je suis la femme qui se dresse entre les citadins et leurs pires décisions dans les bois. Ce n'est pas un bureau d'angle ni l'argent de la Silicon Valley, mais c'est honnête. C'est réel. Avec mon salaire de base, je gagne environ 48 000 $ par an. Le véritable coup de pouce vient des cours de survie privés que j'organise le week-end, des sessions intensives de 2 jours où des cadres, des influenceurs et des employés de bureau épuisés paient 800 $ par tête pour apprendre à faire un feu sans briquet et à filtrer l'eau sans s'empoisonner. Je gère généralement 6 à 8 personnes par session. Pendant la haute saison, j'en organise 2, parfois 3 par mois. Faites le calcul et cela ajoute 9 600 $ à 11 400 $ par an. Donc oui, je suis un peu au-dessus de 72 000 $ par an. Ni riche, ni pauvre. Mais pour quelqu'un qui passe la plupart de ses journées dehors à vivre sur des terres qu'elle possède, c'est plus que suffisant. Il y a 5 ans, lorsque le marché a chuté, j'ai acheté un petit chalet pour 180 000 $. Une chambre. Rien de glamour, mais il était accompagné de 8 hectares de forêt, d'un ruisseau traversant l'arrière de la propriété et d'un trafic phonique suffisant pour que je puisse enseigner l'identification sur le terrain sans jamais quitter la maison. L'ancien propriétaire était un garde forestier à la retraite qui avait entretenu des sentiers et construit des plateformes d'observation sur tout le terrain, parfait pour mon travail. Le chalet était une ruine quand je l'ai acheté. Le toit fuyait à 3 endroits. La plomberie était optimiste. Le système électrique haletait chaque fois que je branchais un grille-pain. J'ai passé 2 ans à le réparer moi-même. Tutoriel YouTube, essais et erreurs, l'appel paniqué occasionnel à mon père quand quelque chose sifflait, faisait des étincelles ou crachait de l'eau là où l'eau ne devrait absolument pas être. Maintenant, il est solide, efficace et entièrement à moi. Pas d'hypothèque, juste les impôts fonciers et les charges, qui me coûtent environ 400 $ par mois au total. La liberté financière ne ressemble pas toujours à des condos de luxe et des comptoirs en marbre importé. Parfois, elle ressemble à un toit en tôle rapiécée, du bois de chauffage empilé et un camion qui démarre toujours, même dans une tempête de neige. Pendant 3 ans, j'ai partagé cette vie avec un homme nommé Mason Blake, 27 ans. Mason se présentait en ligne comme le « gars du minimalisme montagnard ». Sur les réseaux sociaux, il était l'homme des bois robustes et plein d'âme qui buvait du café noir sur les terrasses de chalets et parlait de simplicité et d'authenticité. Son fil d'actualité était rempli de levers de soleil brumeux sur les pins, de gros plans de mains calleuses sur des manches de hache et de légendes sur le fait de quitter la course effrénée et de vivre en harmonie avec la nature. Il avait environ 85 000 abonnés qui traitaient ses publications comme des écritures saintes. En réalité, il préférait les restaurants haut de gamme de Denver à n'importe quel sentier de randonnée de plus de 400 mètres. Le contenu du chalet était mis en scène, généralement à moins de 15 mètres de ma porte d'entrée, après que j'ai fait la randonnée pour repérer les lieux. Il apportait 3 tenues pour varier, passait 1 heure à trouver le bon éclairage, puis se plaignait des insectes jusqu'à ce que nous rentrions. Son véritable style de vie était tout sauf minimaliste. Des articles de créateurs partout. Des joggings à 300 $ dans lesquels il ne courait jamais. Des chemises en flanelle vintage qui venaient de boutiques, pas de friperie. Un SUV blanc loué parce que, selon ses propres mots, il a l'air plus propre sur les photos que ton camion déglingué, bébé. Il gagnait un revenu décent grâce à des partenariats de marque et des publications sponsorisées, peut-être 4 000 à 5 000 $ par mois quand les choses allaient bien. Mais il dépensait comme s'il gagnait 6 chiffres. Des cartes de crédit flirtant toujours avec leurs limites. Abonnements, gadgets, nouvel équipement pour le contenu. Et quelque part sous tout cela, il y avait cette supposition tacite. Puisque je possédais une propriété et avais un emploi stable, je devais tranquillement assumer une plus grande partie des choses ennuyeuses du monde réel. L'épicerie, l'essence, les réparations. J'ai rencontré Mason lors d'une exposition de matériel de plein air à Denver. J'y faisais une démonstration de survie. Comment atteler une cheville cassée avec ce que vous avez dans votre sac à dos? Comment signaler sa présence pour être secouru sans téléphone? Mason m'a abordé après, les yeux brillants, posant des questions intelligentes sur la sécurité en milieu sauvage.
Il a parlé de son respect pour les vrais éducateurs de plein air et de sa lassitude des faux influenceurs. C'était une bonne performance. Je l'ai cru. Nos premiers rendez-vous étaient super. Il riait de mes histoires sur l'enseignement aux enfants à identifier les empreintes d'animaux dans la neige fraîche. Il posait des questions sur le chalet comme s'il se souciait vraiment de ce que cela signifiait pour moi, pas de ce à quoi cela ressemblerait sur une caméra. Il semblait fasciné par l'idée que les gens se reconnectent avec la nature. Avec le recul, il recueillait probablement juste de la matière brute pour sa marque. À l'époque, je pensais avoir trouvé quelqu'un qui comprenait pourquoi mon travail était important. Environ 6 mois plus tard, les fissures ont commencé à apparaître. Il se plaignait de mon emploi du temps. Les week-ends étaient le moment idéal pour mes cours privés, ce qui signifiait que je ne pouvais pas toujours tout laisser tomber pour un brunch en ville avec ses amis influenceurs. Il a commencé à faire des commentaires sur le fait que mon camion faisait tache à côté de son SUV immaculé. Des blagues sur le fait que si je voulais vraiment développer mon entreprise, je devrais le laisser reconditionner mes cours de survie pour son public. Il m'a demandé pourquoi je n'installais pas un jacuzzi pour le contenu, car apparemment dans son esprit, chaque propriété de montagne avait besoin d'une piscine fumante avec des guirlandes lumineuses pour valoir la peine d'être publiée. Mais il y avait aussi ces autres moments, ceux qui me gardaient accroché. Il arrivait avec des provisions et cuisinait vraiment. Il m'aidait à éditer des photos pour mon site web, pas seulement ses publications. Il se blottissait contre moi sur le canapé, la tête sur mon épaule, et parlait de peut-être co-créer une série qui mélangerait mes connaissances avec sa plateforme. Je me suis accroché à ces moments. Je me suis dit que si j'étais patiente, si je prouvais que j'étais à fond, il sortirait de la phase performative et s'installerait dans quelque chose de réel. À la 2e année, je fermais les yeux sur beaucoup de choses. Les cartes de crédit au maximum. La façon dont il disparaissait le week-end pour des collaborations avec d'autres créateurs et devenait injoignable pendant 48 heures. La façon dont il m'invitait dans des restaurants chers, publiait des photos en faisant semblant de m'offrir le repas, puis laissait l'addition au milieu de la table jusqu'à ce que je la prenne. Je me suis dit que nous construisions un avenir, que c'était un investissement en nous. Au moment où notre 3e anniversaire approchait, j'étais épuisé et toujours déterminé à prouver quelque chose, principalement à moi-même, que je n'avais pas perdu 3 ans. Que ce n'était pas une longue et élaborée erreur. Mason avait laissé entendre depuis des mois qu'il voulait quelque chose de mémorable pour notre anniversaire. Traduction, quelque chose d'assez luxueux pour qu'il puisse frimer devant ses abonnés et ses amis dont les partenaires étaient des entrepreneurs de la tech et des financiers. Alors, j'ai planifié. J'ai réservé un chalet de location romantique. Pas le mien, mais un autre plus profondément dans les montagnes, à 2 heures de route. La vraie nature sauvage, pas de signal cellulaire, le genre d'endroit où il prétendait vivre en ligne. Puis, pour le samedi soir, j'ai réussi à obtenir une réservation au Méridien, l'un des restaurants les plus exclusifs de Denver, le genre d'endroit sans prix sur le menu. Le genre d'endroit où il faut appeler exactement à 10 heures du matin, 2 mois à l'avance, et prier. Je lui ai même dit qu'il pouvait inviter 2 de ses amis les plus proches, Brianna et Ashley, toutes 2 influenceuses dans son cercle, pensant être encourageantes, l'aidant à entretenir des relations importantes pour son travail. La réservation pour 4 allait me coûter près de $600 une fois tout dit et fait. Ce n'était pas juste un dîner d'anniversaire. C'était une déclaration. Vois, je peux te donner la vie que tu laisses entendre que tu veux, et je n'ai pas à vendre mon âme ou à abandonner la forêt pour le faire. Le vendredi au chalet de location était tolérable. La vue était à couper le souffle, l'air pur et vif, le silence profond. Mason a passé la majeure partie de l'après-midi à préparer des prises de vue, des changements de tenue, à incliner sa tasse en émail juste comme il faut, à filmer des clips au ralenti de lui-même fendant du bois qu'il avait empilé pour une vidéo et qu'il n'a ensuite jamais utilisé. Je me suis dit que c'était son travail, sa version de la paperasse. C'est le samedi soir que tout a basculé. Nous sommes arrivés au Méridien à l'heure, après 40 minutes à tourner pour trouver une place de parking, car le service de voiturier ne valait pas le coup, mais avait aussi l'air, ringard, sur les photos. Brianna et Ashley étaient déjà assises quand nous sommes entrés. Cheveux parfaits, maquillage parfait, tenue chère qui chuchotait quand elle bougeait. Le menu n'avait pas de prix, ce qui n'est jamais bon signe. Le serveur s'est lancé dans une description poétique des spécialités. Chaque plat sonnait plus comme un paiement d'hypothèque qu'un repas. J'ai essayé de ne pas tressaillir. Alors, Kira, a commencé Brianna en souriant avec une acuité qui n'atteignait jamais ses yeux. Tu fais toujours ce truc de prof de survie,
c'est ça? J'ai mordu à l'hameçon. J'ai parlé de l'enseignement aux enfants à construire des abris d'urgence, aux adultes à réapprendre à respecter la météo et le terrain, des pratiques de conservation qui pourraient réellement sauver des vies dans un blizzard ou un incendie de forêt. À mi-chemin d'une phrase sur l'orientation, j'ai vu le visage de Mason, froid, embarrassé, comme si je parlais de fouiller les poubelles au lieu d'alphabétisation écologique. Tu parles sérieusement de ça ici, a-t-il interrompu avec un rire sec. Tu as l'air de vivre dans le passé, bébé. La table est devenue silencieuse. Même le serveur s'est subtilement reculé. Mason, ai-je dit lentement. Je parle de travail qui. Regarde le copain de Brianna, a-t-il poursuivi, les yeux fixés sur ses amis, pas sur moi. Financement de série B pour sa 3e start-up. Le gars d'Ashley vient d'acheter un condo à Aspen, et toi, tu es dans les bois à apprendre aux gens à faire des feux de camp pourquoi? 35 000 $ par an. Le chiffre était faux. Il savait qu'il était faux, mais la vérité n'avait pas d'importance. La performance, si. La chaleur m'est montée au cou, mais ma voix est restée égale. Tu sais que ce n'est pas ce que je gagne, ai-je dit. Il s'est penché en arrière, son sourire devenant méchant. Le sens ne paie pas les factures, Kira. J'ai été patient. Je pensais que tu voudrais quelque chose de plus grand à un moment donné, mais tu joues toujours dans la boue pendant que tout le monde construit une vraie richesse. Je l'ai regardé, vraiment regardé, l'homme qui utilisait ma maison comme décor, mon travail comme esthétique, ma stabilité comme filet de sécurité. Et puis il a prononcé la phrase qui a tout changé. C'est pourquoi je pense que nous devrions juste être des sex friends à partir de maintenant, a-t-il dit légèrement. Tu peux être le confort, la compagnie. Je serai libre de trouver quelqu'un de plus ambitieux pour construire un avenir, quelqu'un qui correspond à ma marque. Le silence qui a suivi fut absolu. Même Brianna avait l'air mal à l'aise. Ashley a soudainement trouvé la corbeille à pain fascinante. J'ai pris mon sac, j'ai glissé 200 $ en espèces sur la table. Ma main ne tremblait pas, quand tu rentreras au chalet, ai-je dit tranquillement, tes affaires seront faites. Tu pourras venir les chercher quand tu seras prêt. Ne sois pas si dramatique, Kira, m'a-t-il lancé alors que je me levais. Sa voix a porté à travers le restaurant comme une mauvaise chanson. C'est pour ça que tu seras toujours coincé là où tu es. Tu ne peux pas gérer les conversations d'adultes sur les attentes réalistes. Je ne me suis pas retourné. Je suis sorti de ce restaurant, de cette scène soigneusement orchestrée, et j'ai senti quelque chose de profond en moi s'éteindre. Pas mes sentiments, ma tolérance. Je ne le savais pas encore, mais c'était le moment où son histoire s'est terminée et où la mienne a enfin commencé. Le trajet de retour à mon chalet cette nuit-là fut 2 heures d'autoroute et de silence. Pas de radio, pas de podcast, juste le faible bourdonnement du moteur et mes mains stables sur le volant. Ma poitrine se sentait creuse et étrangement légère, comme si quelqu'un avait enfin coupé un poids que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié ce que c'était de ne pas le traîner. L'humiliation brûlait, bien sûr, mes joues s'échauffaient encore quand je rejouais ces mots. Sex friends, quelqu'un de plus ambitieux, coincé là où tu es. Mais en dessous, plus profondément, il y avait autre chose. Le soulagement. Il ne m'avait pas seulement montré qui il était. Il m'avait montré qui il serait toujours. Le temps que je quitte la route principale pour emprunter le chemin de gravier étroit qui menait à ma terre, les étoiles étaient sorties, claires, des points froids éparpillés dans un ciel qui se fichait de savoir qui avait le plus d'abonnés. La lumière du porche du chalet était éteinte. Je l'avais laissée éteinte, ne m'attendant pas à rentrer si tôt. La forêt enveloppait la maison comme un bouclier. Je suis entré, j'ai verrouillé la porte derrière moi et j'ai expiré. Vraiment expiré, comme si je n'avais pas pris une grande inspiration depuis des mois. Mon téléphone a vibré avant même que j'ai enlevé mes bottes. Mason, tu surréagis. Mason, reviens à l'intérieur pour qu'on puisse parler comme des adultes. Une autre vibration. Mason, tu es parti devant mes amis, Kira. As-tu une idée de l'image que ça me donne? J'ai fixé l'écran, le pouce planant un instant sur le clavier. Puis j'ai posé le téléphone face contre le comptoir et je suis parti. J'ai fait du thé, je me suis changé pour un vieux sweat à capuche et des leggings, j'ai allumé un feu dans le poêle à bois avec l'efficacité acquise par des années de vie seule dans les montagnes. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner depuis la cuisine. Le temps que la bouilloire siffle, il y avait 16 messages non lus. J'ai pris ma tasse, je me suis approché et j'ai enfin regardé.
Mason, tu es incroyablement immature. Mason, j'étais juste honnête à propos de notre avenir. Mason, tu devrais être reconnaissante que je veuille encore te garder dans ma vie. Mason, beaucoup de gars à ma place seraient simplement partis. J'ai fait défiler. Mason, ne jette pas 3 ans par la fenêtre pour une seule conversation. Mason, tu te comportes comme une victime. Mason, si tu ne peux pas gérer la vérité, c'est ton problème. J'ai lu chaque ligne une fois, calmement, comme si j'évaluais les conditions météorologiques avant une randonnée. Puis j'ai ouvert ma liste de contacts, j'ai cliqué sur son nom et j'ai appuyé sur bloquer. Le fil de messages a disparu dans une seule notification système. Bloqué. Instagram, bloqué. TikTok, bloqué. Facebook, bloqué. Le calendrier Google partageait que je l'avais laissé utiliser pour qu'il puisse m'aider à optimiser mon emploi du temps, accès supprimé. Pas de paragraphe d'adieu dramatique. Pas de « on doit parler quand tu te seras calmé ». Pas de discours final. Juste le silence. Il avait voulu me déclasser, alors j'ai fait quelques déclassements de mon côté. Ah rien. Dimanche matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil, par habitude. L'air à l'intérieur du chalet était frais, légèrement fumé du feu de la veille. J'ai enfilé des bottes, une flanelle, et je suis sorti. La forêt était encore noire et argentée, les silhouettes des arbres commençant à peine à émerger. Quelque part près du ruisseau, un oiseau a appelé une fois, un cri sec et solitaire. Le givre scintillait sur l'herbe. J'ai suivi ma boucle habituelle. Vérifier les filtres à eau au ruisseau. Inspecter les panneaux solaires. Parcourir les sentiers du périmètre que le vieux garde forestier avait tracé des années auparavant. La routine familière m'a ancré, à lisser les bords dentelés. Le temps que je revienne au chalet, le ciel était bleu pâle et mon esprit était assez clair pour faire ce qui devait être fait ensuite. Faire les cartons. Au cours des 3 dernières années, Mason avait lentement migré environ 40% de sa vie dans mon espace. Vêtements, soins de la peau, matériel photo, lumière, trépied, accessoires. Le chalet semblait plus petit avec ses affaires partout. Plus bruyant, en quelque sorte. J'ai traîné 3 boîtes en carton aplaties hors de la remise et j'ai commencé. Des chemises de créateurs pliées en pile nette, des chaussures encore en parfait état car la plupart n'avaient jamais vu la vraie terre. Des produits de soins de la peau qui nécessitaient une réfrigération, assez de tasses rustiques pour approvisionner un café. Chaque article est allé dans une boîte avec le même rythme régulier. Dans la boîte, le moulin à café cher qu'il avait insisté pour avoir mais n'avait jamais appris à utiliser. Dans la boîte, la lampe annulaire qu'il avait installée dans mon salon et n'avait jamais démontée. Dans la boîte, une pile de cahiers remplis d'idées de légendes à moitié formées, de listes de marqués de stratégies d'engagement. À chaque chose que j'enlevais, ma maison s'agrandissait. L'air revenait dans les coins qui avaient suffoqué sous la performance de quelqu'un d'autre. En fin de matinée, 3 grandes boîtes étaient emballées et scotchées. Ses vêtements, son matériel, ses possessions aléatoires qu'il avait dispersées sur mes étagères et ma commode. Contenu, contenu, contenu. La seule trace de lui qui restait dans la pièce principale était un sweat à capuche oublié jeté sur le dossier du canapé. Je l'ai pris, je l'ai tenu une petite seconde, puis je l'ai jeté sur le dessus de la dernière boîte et j'ai scellé le ruban adhésif. Je venais de poser le marqueur après avoir étiqueté la boîte quand j'ai entendu des pneus crisser sur le gravier à l'extérieur. Mon corps s'est tendu automatiquement. Pendant une seconde, je l'ai vu dans mon esprit, un SUV blanc, la musique à fond, Mason remontant le chemin en trombe avec un discours répété sur les malentendus et les secondes chances. Mais quand je me suis approché de la fenêtre et que j'ai écarté le rideau, ce n'était pas un SUV blanc. C'était une Subaru argentée, légèrement cabossée, éclaboussée de boue, fonctionnelle. La portière du conducteur s'est ouverte et un homme est sorti. Grand, les cheveux noirs attachés en une queue de cheval basse, un haut de blouse sous une veste polaire. Il se déplaçait avec l'efficacité facile de quelqu'un habitué à gérer des urgences à 3 heures du matin sans drame. Noah Blake, le frère aîné de Mason. Nous nous étions rencontrés quelques fois lors de réunions de famille au fil des ans. Je savais qu'il travaillait comme vétérinaire pour la faune sauvage dans un hôpital de réhabilitation. Je savais qu'il était calme, observateur, le genre d'homme en qui les gens avaient confiance sans fanfare. J'ai ouvert la porte du chalet avant qu'il ne puisse frapper. Il s'est arrêté au bas des marches, les mains légèrement levées comme s'il s'approchait d'un animal blessé. « Kira » a-t-il dit doucement.
Salut. Ses yeux contenaient tellement d'embarras par procuration que j'ai presque eu pitié de lui. Laisse-moi deviner, ai-je répondu. Mason t'a envoyé chercher ses affaires. Il a expiré doucement, les épaules tombantes. Ouais. Il a dit que vous vous étiez disputé. Puis il a croisé mon regard plus directement. Mais Brianna a appelé ma mère hier soir. Elle nous a raconté ce qui s'est réellement passé. Sa mâchoire s'est crispée. Je suis vraiment, vraiment désolé. Les excuses étaient simples. Pas d'excuses. Pas de « je suis sûr qu'il ne le pensait pas ». Juste une reconnaissance nette que cela avait été cruel. Je me suis écarté et j'ai fait un geste vers les boîtes empilées près de la porte. C'est tout, ai-je dit. Ou presque. S'il se rend compte qu'il a laissé autre chose, il peut m'envoyer un texto d'un autre numéro. Je le laisserai dehors. Je ne serai pas là. Noah a hoché la tête lentement, ses yeux parcourant le chalet alors qu'il entrait. Il l'a bien regardé. Les étagères remplies de guides de terrain, les cartes topographiques sur les murs, les photographies de faucons, de renards et de cougars que j'avais capturés au fil des ans. Cet endroit, a-t-il dit tranquillement. Enfin, désolé, Mason, s'est-il corrigé avec une grimace. Mason a posté des photos tout le temps, mais ça ne ressemble en rien à ça. J'ai laissé échapper un rire court et sans humour. Il ne photographiait que les coins qui correspondaient à son esthétique, ai-je dit. Le reste ne faisait pas de bon contenu. Noah s'est penché pour soulever la première boîte. Il a testé le poids, a ajusté sa prise. Je peux aider avec les autres? A-t-il demandé. Tu aides déjà, ai-je dit. Il n'est pas venu lui-même. Quelque chose a vacillé sur le visage de Noah. Quelque chose comme de la honte, quelque chose comme une reconnaissance lasse. J'aimerais pouvoir dire que je suis surpris, a-t-il murmuré. Nous avons sorti les 2 premières boîtes en silence. L'air était vif et froid. L'allée, un ruban de poussière pâle entre les arbres. Un jet a crié quelque part au-dessus de nos têtes. Sur le chemin du retour pour la 3e boîte, Noah a ralenti, regardant de nouveau les murs, le poêle à bois, la pile d'ustensiles en bois sculptés séchant sur le comptoir. J'ai toujours été curieux de cet endroit, a-t-il admis. Les photos de Mason étaient filtrées, mises en scène, mais à sa façon de parler, je pouvais dire qu'il y avait plus ici qu'il n'en a jamais montré. Il y en a, ai-je dit, mais il ne s'est jamais intéressé aux parties qui ne rentraient pas dans un cadre carré. Non, a convenu doucement Noah. Il ne le ferait pas, il a pris la dernière boîte, puis a hésité. Ça te dérange si je te demande quelque chose, a-t-il dit. Bien sûr. Quand il a dit ces choses sur ton travail, ton revenu, as-tu réellement cru à quelque chose, même pour une seconde? J'ai croisé son regard. Je l'ai cru les 100 premières fois qu'il en a plaisanté, ai-je dit. Je croyais que je devais me prouver, que si je gagnais juste un peu plus, si j'agissais un peu plus brillamment, il arrêterait d'avoir honte de moi. J'ai secoué la tête. La nuit dernière, j'ai finalement réalisé que ce n'est pas moi qui devrais avoir honte. Quelque chose dans l'expression de Noah a changé. Du respect, peut-être, du soulagement. Pour ce que ça vaut, a-t-il dit, mes collègues tueraient pour ton installation. Terrain, accès à l'eau, pas d'hypothèque, un travail qui compte vraiment. Ça sonne moins comme coincé et plus comme libre pour moi. Les mots ont touché un endroit sensible dans ma poitrine. J'ai dégluti. Merci, ai-je dit. C'est comme ça que ça se sent de mon point de vue. Nous avons chargé la dernière boîte dans le coffre de la Subaru. Il les a arrangés avec soin, s'assurant que rien ne bouge, que rien de fragile ne se brise. L'exact opposé de Mason jetant du matériel dans son SUV en se plaignant d'égratigner ses bottes. Alors, a dit Noah en fermant le coffre, ce n'est peut-être pas le bon moment pour demander, mais... Il s'est frotté la nuque, ayant soudain l'air étrangement timide pour un homme qui luttait probablement avec des élans sous sédatifs chaque semaine. Si jamais tu veux prendre un café, a-t-il poursuivi, pas pour parler de mon frère. Dieu sait qu'il ne mérite pas autant de temps d'antenne. Mais pour parler de ça. Il a fait un geste vers les arbres, le chalet, les cartes visibles par la fenêtre. Conservation, faune, des choses réelles. J'aimerais ça. Il n'y avait rien de mielleux dans sa voix, pas d'angle, pas le sentiment que j'étais un accessoire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Juste un homme qui aimait les mêmes montagnes que moi. Debout là, sous un ciel bleu froid, offrant une conversation.
Pour la première fois depuis que j'ai quitté le Méridien, j'ai senti ma bouche se courber en quelque chose qui n'était pas amer. J'aimerais ça aussi, ai-je dit. Il a alors souri, une petite chose réelle. Cela a rendu tout le chalet plus chaleureux. Alors qu'il montait dans la Subaru et redescendait l'allée, j'ai réalisé quelque chose d'important. Mason avait essayé de me déclasser, mais d'une manière ou d'une autre, dans les retombées, l'univers avait discrètement amélioré toute ma vie. Je ne savais tout simplement pas encore jusqu'où irait cette amélioration. Le lendemain matin, le monde semblait différent. Pas de la manière dramatique d'un montage de film. Pas d'oiseau formant un cœur dans le ciel. Pas d'épiphanie soudaine qui a tout mis en place. Juste plus léger, plus silencieux, comme si quelqu'un avait enfin éteint un bruit de fond que je ne savais pas que j'entendais depuis des années. J'ai passé les premières heures à faire ce que je faisais toujours après des tremblements de terre émotionnels, travailler. La routine est un radeau de sauvetage. J'ai vérifié les pièges photographiques, j'ai téléchargé les images sur mon ordinateur portable, j'ai pris des notes sur la famille de renards qui s'était installée plus près du ruisseau cette saison. J'ai réparé une section de clôture qu'une tempête avait renversée. J'ai nettoyé le foyer. Le temps que je finisse, le soleil était haut et mon esprit s'était installé dans quelque chose de stable. À 11h14, mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Inconnu, salut, c'est Noah. Si ce n'est pas le bon numéro, ignore-moi pour toujours s'il te plaît. Une pause. Inconnu, mais si c'est Kira, veux-tu prendre ce café aujourd'hui? J'ai fixé l'écran un peu plus longtemps que nécessaire. Je m'attendais à quelques jours de silence, d'espace, peut-être même à ce qu'il ait des doutes, non pas qu'il ait semblé incertain, mais parce qu'il n'était pas du genre à presser quelqu'un qui venait de sortir d'une rupture, même toxique. Mais le message ne semblait pas précipité. Il semblait prudent, prévenant, comme s'il me donnait le choix sans rien forcer. J'ai répondu, Kira, c'est le bon numéro. Kira, et oui, un café semble une bonne idée. Il a renvoyé un simple emoji pouce levé, et d'une manière ou d'une autre, ça m'a fait rire. Le dîner était à mi-chemin entre son hôpital et mon chalet, un petit endroit avec des banquettes en vinyle, des tasses à café ébréchées et une serveuse nommée Linda, qui y travaillait depuis 30 ans et n'avait aucune tolérance pour les bêtises. Je suis arrivé la première. La cloche au-dessus de la porte a tinté quand je suis entré. L'air chaud m'a frappé le visage, sentant la graisse de bacon, le café noir et quelque chose de cannelle. C'était probablement une tarte qui refroidissait sur le comptoir. Linda a levé les yeux. Eh bien, regarde qui est de retour de la nature sauvage, a-t-elle dit. Assieds-toi où tu veux, ma chérie. Café. Toujours, ai-je dit. Elle a versé sans demander, car Linda ne croyait pas au concept de « non ». Quelques minutes plus tard, la cloche a de nouveau tinté et Noah est entré. Il portait toujours une blouse, une veste polaire ouverte, les cheveux légèrement ébouriffés par le vent. Il ressemblait à quelqu'un qui venait de conduire directement après avoir rafistolé un faucon ou un raton laveur ou une autre créature avec plus d'esprit que de bon sens. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé, pas de façon dramatique, pas de façon performative, juste un petit changement réel comme la lumière du soleil frappant le granit. Il s'est glissé dans la banquette en face de moi. « Salut », a-t-il dit. « Salut ». Pendant un moment, nous nous sommes juste regardés. Pas d'une manière romantique, cinématographique, avec de l'électricité crépitant entre nous. Plutôt comme deux personnes soulagées d'être dans une pièce avec quelqu'un qui comprenait vraiment. Linda est apparue à la table comme un faucon matérialisé. « Tu veux la même chose ?» a-t-elle demandé à Noah. « Oui », a-t-il dit. « Et ce qu'elle prend ?»« Je n'ai pas encore commandé », ai-je protesté. Linda m'a jeté un regard qui se traduisait par « Je sais ce que tu veux mieux que toi ». « Fais-lui confiance », a dit Noah. Elle est invaincue. J'ai souri malgré moi. Le café est arrivé, puis des assiettes empilées de plats de petit déjeuner qui pouvaient ranimer les morts. Bacon, pommes de terre rissolées, pain grillé, et quelque chose que Linda insistait être une crêpe, mais qui ressemblait plus à un nuage moelleux et beurré ayant pris forme physique. Nous avons passé les premières minutes à parler de choses sur travail, météo, l'augmentation récente d'animaux blessés amenés à l'hôpital. Puis, lentement, la conversation a changé. Tu sais, a dit Noah, piquant un morceau de bacon avec une force inutile, je ne savais pas à quoi m'attendre hier. Je n'étais pas sûr que tu voudrais même parler à quelqu'un de ma famille après tout ce que Mason a fait. J'ai failli ne pas le faire, ai-je admis.
Mais tu n'as rien fait de mal. Quand même, a-t-il dit, je me sentais bizarre de venir, comme si je m'immisçais. Tu ne l'as pas fait. Son expression s'est adoucie. Ce qu'il t'a dit? Noah a secoué la tête, la mâchoire crispée. C'était cruel. Pas juste brutal ou irréfléchi. Cruel. J'ai haussé les épaules, picorant mon pain grillé. Il dérive dans cette direction depuis longtemps. Je ne voulais juste pas le voir. Pourquoi pas? J'ai hésité, puis j'ai répondu honnêtement. Parce que si j'admettais qu'il n'était pas celui que je pensais, je devrais admettre que j'ai passé 3 ans à investir dans quelqu'un qui n'a jamais eu l'intention de me rencontrer à mi-chemin. Noah m'a regardé un long moment. Ce n'est pas comme ça que ça marche, a-t-il dit tranquillement. Les gens ne vous gaspillent pas. Ils révèlent juste s'ils vous méritent. Quelque chose dans ma poitrine s'est resserré. Pas douloureusement, juste de manière inattendue. J'ai pris une gorgée de café pour rompre le moment. Et toi, ai-je demandé. Tu as dit hier que tu n'étais pas surpris par ce que Mason a fait. Noah a laissé échapper un souffle qui semblait porter des années de frustration. Mason a toujours été, il a cherché un mot, point performatif. Tout ce qu'il fait est une question d'apparence, pas de ce que c'est réellement. Il a grandi en cherchant l'approbation comme si c'était de l'oxygène. De vos parents? Pas exactement. Nos parents sont de bonnes personnes, terre à accent grave terre. Mais Mason a toujours voulu des applaudissements, de la validation, de l'attention. Il a fait une pause. Et il est devenu accro au genre d'attention qui ne dure pas, j'ai hoché la tête. Je connaissais bien ce type. Vous deux semblez vraiment différents, ai-je dit. Nous le sommes, a-t-il simplement répondu. Il est parti dans une direction, moi dans l'autre. Un temps. Et toi, a-t-il demandé. Est-ce que tu continues toujours après les tempêtes? Réparer une clôture, vérifier une caméra, préparer du café, continuer à avancer? J'ai ri doucement. À peu près. C'est une force, a-t-il dit. C'est de la survie, ai-je corrigé, ce qui correspond bien au travail, je suppose. Nous avons tous les deux souri. La conversation a dérivé facilement après ça. Des histoires de réhabilitation de la faune, des mésaventures d'étudiants dans mes cours de survie, la fois où Noah a recousu un renard qu'il a mordu en pleine procédure et il a continué à travailler comme quelqu'un sorti d'un mythe. 2 heures ont passé sans que nous nous en rendions compte. Quand nous sommes finalement sortis, le soleil était haut, le parking scintillait de chaleur. Eh bien, a-t-il dit doucement, les mains dans les poches de sa veste. Je suis vraiment content que tu sois venu. Moi aussi. Il a hésité, puis a ajouté, si jamais tu veux parler de quoi que ce soit, travail, animaux, mauvaise expérience de restaurant. Je suis dans le coin. Mes lèvres se sont courbées. Tu sais, ai-je dit, je pense que ça pourrait être dangereux. Son front s'est plissé. Dangereux. Oui, ai-je dit en reculant vers mon camion. Parce que je pourrais m'y habituer. Le regard sur le visage de Noah, cette lueur de chaleur surprise d'une fraction de seconde, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'était pas un rebond. Ce n'était pas une distraction. C'était le début de quelque chose que je n'avais pas osé espérer. Une connexion bâtie sur la vérité, pas sur l'esthétique. Un homme qui n'avait pas besoin que je joue un rôle, qui n'avait pas besoin que je me rapetisse, qui me voyait, moi, pas le contenu que je pouvais fournir. Un homme qui regardait les mêmes montagnes que moi et voyait des possibilités, pas un décor esthétique. En rentrant en voiture, j'ai réalisé quelque chose de simple et d'étonnant. Je guérissais. Non pas parce que le temps passait, mais parce que quelqu'un me traitait enfin comme si j'avais de l'importance. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai cru. Peu importe à quel point vous vous préparez, rien ne vous entraîne vraiment pour le moment où vous entrez directement sur le champ de bataille connu sous le nom de barbecue familial, où votre ex et toute sa famille élargie seront présents. Mais c'est exactement là que je me suis retrouvé 2 semaines plus tard. Ça a commencé assez innocemment. Noah et moi prenions régulièrement le café, parlions de la réhabilitation de la faune, plaisantions sur l'incapacité totale de Mason à distinguer un pin d'un sapin, partagions des histoires de nos journées de travail, les siennes remplies d'animaux blessés et d'appels frénétiques de gardes de parc. Les miennes remplies d'étudiants qui pensaient que la mousse poussait toujours du côté nord des arbres, ce n'est pas le cas. Lentement, prudemment, nos conversations ont dérivé vers quelque chose de plus chaleureux. Pas romantique, pas encore, mais réel.
Puis, un après-midi, autour de crêpes au dîner, Noah l'a dit nonchalamment, comme si ce n'était pas un événement nucléaire. Alors, mes parents organisent notre barbecue d'été annuel samedi prochain. Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. Mason sera là. Ouais, a-t-il dit, à peu près tout le monde y sera. Un temps. J'aimerais que tu viennes avec moi, a-t-il ajouté doucement. Mais si ça te semble trop, je comprends tout à fait. Il le pensait. Il ne me testait pas, ne me provoquait pas, n'espérait pas de drame. Mais la vérité m'a frappé avec une clarté que je n'attendais pas. Je n'avais plus peur de Mason, et je n'allais pas le laisser dicter où je pouvais ou ne pouvais pas me présenter. J'irai, ai-je dit. J'en ai fini de me faire petite pour éviter ses réactions. Le sourire de Noah, petit, soulagé, chaleureux, a apaisé quelque chose en moi. Et c'est ainsi qu'une semaine plus tard, je me suis retrouvé à sortir de la Subaru de Noah devant une maison de banlieue avec une cour manucurée, une allée bondée et la légère odeur de viande grillée flottant au-dessus de la clôture. Des rires d'enfants se répandaient dans la rue. Quelqu'un a crié pour plus de glace. Un chien a aboyé 2 fois, semblant vouloir un hamburger. C'était normal, confortable. Rien à voir avec le monde organisé et filtré que Mason présentait en ligne. Noah a marché à mes côtés vers la maison, frôlant légèrement ma main, sans la saisir, sans présumer, juste une réassurance silencieuse. À l'intérieur, la maison des Blake semblait habitée. De vraies photos bordaient le couloir, des photos de remise de diplômes, d'anniversaires d'enfance, de vacances en famille au bord de lacs et dans des parcs nationaux. Mason apparaissait sur beaucoup d'entre elles, plus jeune, plus lumineux, avant que le vernis des réseaux sociaux ne le polisse en quelque chose de fabriqué. Nous n'avons pas été loin avant qu'une femme d'une 60aine d'années ne tourne le coin en portant un bol de salade et ne s'arrête net. Oh, vous devez être Kira. Patricia Blake, la mère de Noah et Mason, a posé le bol sur une console et m'a prise dans ses bras avec une sincérité qui m'a surprise. Noah nous a tellement parlé de vous, a-t-elle dit chaleureusement. Et je veux juste dire que je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Vous ne méritiez pas ça. Son honnêteté brutale m'a frappé plus fort que n'importe quelle excuse que Mason ait jamais simulée. Merci, ai-je réussi à dire. Venez, a-t-elle dit en nous faisant signe vers l'arrière-cour. Tout le monde est dehors. Richard est au barbecue, prétendant savoir ce qu'il fait. En entrant dans la cour, le bruit m'a submergé. Des cousins se poursuivant, des tantes bavardant, des oncles se disputant sur la meilleure façon de carboniser le maïs, des tables bondées de plats partagés, et juste au fond, près du bar extérieur, Mason. Il portait une chemise de marque, des lunettes de soleil sur la tête, un verre à la main, une posture soigneusement décontractée. Il était en pleine story quand il nous a vus. Au moment où son regard s'est posé sur moi à côté de Noah, le téléphone a glissé dans sa main, et il l'a à peine rattrapé avant qu'il ne se brise. Son expression a vacillé à travers les émotions comme un circuit surchargé, choc, rage, confusion, panique. Cela aurait été drôle si ce n'était pas si pathétique. Il a marché vers nous, la voix déjà montante. Qu'est-ce qu'elle fait ici? La moitié de la cour s'est tournée. Les conversations se sont figées. Même le chien a cessé d'aboyer. Noah s'est avancé, calme comme un chirurgien. Kira est mon invité, a-t-il simplement dit. Le visage de Mason est devenu de la couleur d'un homard trop cuit. Tu sors avec mon ex-petite amie? Et voilà. L'accusation qu'il pensait allait égaliser le terrain. Noah n'a pas scié. Tu l'as publiquement humiliée dans un restaurant, a-t-il dit sans détour. Tu lui as dit qu'elle n'était pas assez bien pour toi. Alors, oui, Mason. Elle est ici avec moi. Des halètements ont parcouru l'assemblée. Mason a bafouillé. C'est de la trahison. Prévoir de faire quoi exactement, a coupé Noah avec une précision chirurgicale. Te remettre avec elle après l'avoir traitée comme si elle ne valait pas ton temps? Ce n'est pas un plan, Mason. C'est de l'illusion. Même moi j'ai grimacé devant la justesse. Brianna et Ashley, qui planaient à proximité avec des verres à la main, ont visiblement pâli. Elles savaient exactement ce que Mason avait fait, et elles savaient qu'il n'y avait aucune défense maintenant que c'était au grand jour. Patricia est apparue derrière nous si rapidement que c'était presque surnaturel. Assez, a-t-elle dit sèchement. Mason, pour la première fois de sa vie d'adulte, s'est réellement tue. Tu n'as pas à dicter ce qui se passe maintenant, a-t-elle dit.
tu as mis fin à cette relation de la manière la plus cruelle qui soit. Kira ne te doit rien. Mais elle est. Non, a appelé Richard depuis le barbecue, sa voix portant facilement. Tu as fait tes choix, mon fils. Ce sont tes conséquences. Silence. Un silence abasourdi et crépitant, seulement rompu par le sifflement des hamburgers sur le grill. Puis, comme un couteau glissant entre les côtes, est venue la voix adolescente d'une honnêteté pure et sans filtre. La jeune cousine de Mason, peut-être 17 ans, a croisé les bras et a dit fort, tu as littéralement posté il y a 2 semaines que tu l'avais aidé passer. Pourquoi t'en soucies-tu même? Toute la cour a éclaté en tout gêné, en rires étouffés et en un reniflement étouffé. Quelqu'un a essayé et a échoué à se cacher. Mason est devenu d'un rouge mortifié profond. Génial, a-t-il marmonné à voix basse. Maintenant tout le monde pense que je suis le méchant. Noah a haussé un sourcil. Mason, tu es le méchant. Et juste comme ça, la confrontation s'est ouverte, libérant la tension. Les gens sont retournés à leur conversation, bien qu'avec beaucoup plus de regard dans notre direction qu'auparavant. Mason s'est retiré dans son coin avec son groupe décroissant d'amis influenceurs qui l'entouraient comme des plantes d'intérieur décoratives, jolies mais n'offrant aucun soutien réel. Noah a expiré et s'est tourné vers moi. Ça va? J'ai hoché la tête. Étonnamment, oui. Plus que bien. Pour la première fois, je me suis senti vu, défendu, non pas par quelqu'un qui se battait pour moi, mais par quelqu'un qui se tenait à mes côtés. Nous avons passé les 2 heures suivantes à manger, à parler avec des membres de la famille, à répondre à des questions curieuses mais gentilles sur la réhabilitation de la faune et les techniques de survie. Richard a posé des questions sur l'entretien des sentiers et les politiques de gestion des terres. L'oncle de Noah, un garde du service des parcs nationaux, a parlé avec moi pendant 15 minutes des coupes budgétaires dans l'éducation. Pas une seule fois quelqu'un n'a demandé des informations sur les abonnés, l'esthétique ou les opportunités de branding. Il se souciait du vrai travail, de la vraie vie, des vraies personnes. Alors que l'après-midi déclinait, j'ai jeté un coup d'œil vers le côté de la maison juste à temps pour voir Mason se filmer en train de pleurer dans sa voiture, inclinant la caméra pour un éclairage optimal des larmes. J'ai cligné des yeux. Est-ce qu'il crée du contenu à ce sujet? Ai-je chuchoté. Noah a suivi mon regard et a gémi. Oh, mon Dieu. Oui, il fait ça. Ignore-le simplement. Je n'allais pas m'engager, ai-je dit. Je n'arrive tout simplement pas à croire qu'il est. Non, a corrigé Noah. Tu peux le croire. J'ai ri doucement. Il n'avait pas tort. Le temps que le soleil baisse et que le ciel commence à virer alors, mes épaules se sentaient plus lâches, mes poumons plus pleins, mon cœur plus stable. Alors que nous disions au revoir, Patricia a serré ma main entre les siennes. Je suis contente que tu sois là, a-t-elle murmuré. Toi et Noah. Vous faites ressortir de bonnes choses l'un chez l'autre. Ma gorge s'est resserrée de manière inattendue. Merci, ai-je chuchoté. Noah et moi sommes retournés à sa Subaru dans un silence confortable. Pas de pression, pas de questions, pas besoin de définir quoi que ce soit. Quand nous avons atteint la voiture, il a fait une pause avec sa main sur la portière. Ça s'est mieux passé que prévu, a-t-il dit. Tu veux dire qu'on ne nous a pas chassés de la propriété avec de la salade de pommes de terre, ai-je taquiné. Il a laissé échapper un rire. Tu sais, a-t-il dit tranquillement, ma famille n'a pas été aussi honnête avec Mason depuis des années. Ta présence ici. Ça a forcé la vérité dans la pièce. C'est une bonne chose, ai-je demandé. Il a croisé mon regard. Pour nous, il a hoché la tête une fois. Oui, je pense que oui. Nous sommes rentrés en voiture avec les fenêtres entr'ouvertes, l'air du soir balayant l'habitacle, emportant l'odeur de pain, de fumée et de quelque chose de nouveau. La possibilité. Si quelqu'un m'avait dit 1 an plus tôt que la meilleure relation de ma vie naîtrait des cendres dans lesquelles Mason avait essayé de me laisser, j'aurais ri. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de grande déclaration, pas de baiser dramatique sous la pluie, pas de montage hollywoodien. Juste 2 personnes qui ont commencé à être présentes l'une pour l'autre, de manière constante, silencieuse et sans performance. Et ce genre de présence, ça construit quelque chose de plus fort que des étincelles. Ça construit des racines. Au cours des mois suivants, le dîner est devenu notre quartier général officieux. Certains jours, nous parlions de choses triviales. Le terrible goût de Linda pour la musique des années 80.
Le renard qui n'arrêtait pas de voler mes balises de sentier. Comment Noah a lutté une fois avec un élan sous sédatif qui s'est réveillé en plein transfert. D'autres jours, des conversations plus profondes ont fait surface sur l'épuisement professionnel, l'héritage, le type d'impact que nous voulions laisser derrière nous. Mais le passage de la discussion sur le travail à la construction de quelque chose ensemble s'est produit lors d'une randonnée. Une longue. 37 km de terrain accidenté, de dénivelé important et une vue si époustouflante qu'elle vous faisait oublier que l'oxygène existait. Noah s'est arrêté à mi-chemin, plissant les yeux vers la vallée. Tu sais, a-t-il dit en reprenant son souffle, on pourrait enseigner des cours entiers ici. J'ai haussé les épaules. Je le fais déjà. Notion de base de la survie, orientation, météo, prévision. Non, a-t-il dit en se tournant vers moi. Pas seulement toi. Nous. J'ai cligné des yeux. Nous. Il s'est agenouillé pour lasser une chaussure qui n'en avait pas vraiment besoin. Tu apprends aux gens comment survivre dans la nature, a-t-il dit. J'apprends à la faune blessée comment survivre aux gens. Rien que cette phrase aurait pu être une affiche de film. Kira et Noah, sauvant les deux côtés de la forêt. As-tu déjà pensé, a-t-il poursuivi, à combiner ces choses? Un seul endroit où les gens peuvent apprendre à respecter le monde qui les entoure tout en aidant réellement à le préserver. Mon souffle s'est coupé, non pas de manière romantique, mais par reconnaissance, car j'y avais pensé pendant des années, mais je n'avais jamais eu les ressources, le temps ou le partenaire pour le concrétiser. Je rêvais d'un centre d'éducation, ai-je admis, un endroit où les enfants pourraient apprendre la conservation à la base, où les cours ne seraient pas dispensés dans des salles éclairées au néon, mais dans des forêts et des prairies. Mais ça m'a toujours semblé trop grand. Pas trop grand avec 2 personnes, a dit Noah. Surtout pas 2 personnes spécialisées dans des moitiés différentes de la même mission. Le vent a tourné, emportant l'odeur de résine de pin et d'eau lointaine. Un faucon a tourné au-dessus de nous, appelant une fois, et dans ce son, j'ai senti quelque chose changer, un chemin se dérouler, un avenir se cristalliser. On aurait besoin de terrain, ai-je dit lentement. Plus que ce que j'ai à mon chalet. On aurait besoin de financement, a-t-il convenu. Et de permis, d'enclos pour la réhabilitation de la faune, de salles de classe. Ça prendrait des années. Oui, a-t-il dit. Mais c'est le cas de tout ce qui vaut la peine d'être construit. Je l'ai regardé. Son visage était rouge de la randonnée, les cheveux en désordre, les yeux brillants, non pas d'ambition pour les applaudissements, mais d'ambition pour l'impact. Et ça m'a frappé. Il ne me demandait pas de l'aider dans son rêve. Il me demandait si nous pouvions construire le nôtre. Les 8 mois suivants furent un tourbillon de planification. Le genre de planification dont on ne réalise la difficulté que lorsqu'on est jusqu'aux genoux dans les échantillons de sol, les croquis architecturaux et les levées de terrain. Nous avons épluché les annonces de propriétés pouvant accueillir à la fois la réhabilitation de la faune et l'éducation en plein air, assez grandes pour les sentiers, assez calmes pour la récupération des animaux, assez accessibles pour les étudiants. Nous avons visité 12 propriétés, en avons rejeté 10. L'une avait un accès à l'eau mais pas de soleil. L'une avait des prairies parfaites mais un accès routier terrible. L'une avait des structures existantes mais se trouvait dans une zone inondable. Puis, finalement, nous l'avons trouvée. 16 hectares de forêt mixte et de prairies. Un ruisseau traversant le côté est. Des chalets et des bâtiments de stockage anciens mais stables. Une clairière en forme d'amphithéâtre naturel où le terrain s'enfonçait doucement entre 2 crêtes rocheuses. Debout là, regardant le terrain, Noah a murmuré, c'est celle-là. Et c'était le cas. Nous avons mis chaque dollar de nos économies dans la compte. Il a vendu un camion qu'il avait depuis l'université. J'ai vendu mon générateur de secours et la moitié de mon équipement stocké. Nous avons demandé des subventions, fait du financement participatif, des partenariats, tout ce qui ne nous obligeait pas à vendre nos valeurs pour démarrer. Et lentement, péniblement, cela a commencé à se produire. La première année n'a rien eu de glamour. Les gens supposent que construire un centre de conservation est serein et noble. Ils n'imaginent pas de tirer du bois en étant privé de sommeil, de creuser des fossés de drainage à 6 heures du matin, de chasser des ratons laveurs hors d'enclos à moitié terminés, de se rendre compte que votre demande de subvention nécessite une signature de plus que vous avez oublié d'obtenir. Se disputer avec des entrepreneurs qui pensent que « écologique » signifie juste « un peu moins toxique ». Nous travaillons 12 heures par jour, parfois plus. Ampoules, échardes, coups de soleil, maux de dos. Il y a eu des nuits où je me suis endormi à moitié en mâchant.
Et pourtant, je ne m'étais jamais sentie aussi vivante. Parce que je ne construisais pas du contenu ou de l'esthétique. Je construisais un but. Et je ne le construisais pas seul. Pendant ce temps, dans un autre coin de l'univers, la carrière d'influenceur de Mason a implosé. Pas du jour au lendemain, mais petit à petit. Ça a commencé par de petites choses. Des abonnés se demandant pourquoi l'arrière-plan de sa retraite en montagne en solo ressemblait étrangement à des photos plus anciennes. Puis, quelqu'un a divulgué une vidéo de lui s'énervant contre une serveuse pour avoir ruiné sa prise de vue. Les marques ont remarqué la baisse de son engagement. Puis elles ont remarqué l'incohérence. Puis elles ont remarqué le drame. Le temps qu'il se mette dans sa 4e relation en 8 mois, chacune durant à peine assez longtemps pour générer une poignée de publications Instagram, les commentaires sont devenus brutaux. Mec, il enchaîne les ruptures. Peut-être que le problème n'est pas toutes ces femmes. Mec, la thérapie est moins chère qu'une nouvelle petite amie toutes les 3 semaines. Il a pivoté. A essayé de se réinventer. A essayé de monétiser le chagrin d'amour. Rien n'a fonctionné. Les influenceurs vivent de leur crédibilité, et la sienne avait disparu. Les gens n'étaient plus jaloux de lui. Ils avaient honte pour lui. Je n'en ai pas tiré de plaisir, mais je n'ai pas non plus eu pitié de lui. Il a construit une maison d'apparence. J'ai construit une vie de substance. L'une s'effondre, l'autre dure. Au moment de notre 2e anniversaire du projet, le centre de conservation a eu sa première session officielle. Un groupe de 12 collégiens apprenant les bases de la survie, le respect de la faune et l'alphabétisation écologique. Ils ont appris à identifier les traces le long du ruisseau. Ils ont appris à construire des abris en utilisant des branches tombées. Ils ont appris que la faune n'est pas une décoration. C'est une partie vivante et respirante d'un écosystème dont ils sont responsables. Voir leurs visages s'illuminer, les voir faire des liens entre la théorie et la pratique, ça a rendu chaque ampoule valable. Noah se tenait à mes côtés alors qu'un faucon à queue rousse que nous avions réhabilité planait au-dessus, enfin libre après des semaines de convalescence. C'est ça, a-t-il dit tranquillement, ce que nous étions censés construire. J'ai glissé ma main dans la sienne. Il a fait comme si de rien n'était, mais ce n'était pas rien. Pas du tout. À la fin de cet été-là, le centre s'était associé à 2 parcs d'État, 3 écoles et une organisation nationale de conservation. Nous avons embauché du personnel, agrandi les enclos, construit un pavillon de classe en bois de récupération. La nouvelle s'est répandue rapidement, non pas par Instagram, mais par les enseignants, les gardes de parc, les parents, les biologistes, les gens qui se souciaient du monde réel, pas de celui qui est mis en scène. Et à mesure que le travail prospérait, nous aussi. Une nuit, après nous être effondrés sur le porche du chalet du personnel, épuisé et sale, Noah s'est tourné vers moi. Je pense, a-t-il commencé, la voix basse, je pense que nous ne sommes pas seulement de bons partenaires de travail. J'ai dégluti. Non, a-t-il dit doucement. Nous sommes bien plus que ça. Il m'a embrassé. C'était simple, silencieux, exactement juste. Pas de témoins, pas d'angle de caméra, juste 2 personnes qui avaient construit quelque chose d'extraordinaire à la fois à l'extérieur et à l'intérieur d'elles-mêmes. Et à partir de ce moment, nous n'étions plus Kira et Noah, les collègues. Nous étions Kira et Noah. La décision de se marier n'a pas été dramatique. Pas de demande en mariage avec des flash mobs ou des discours. Juste une conversation calme une nuit alors que nous nettoyions les tables de réhabilitation après une tempête. Je veux ça pour toujours, a-t-il dit en balayant de la paille en un tas. Moi aussi, ai-je dit. Alors nous l'avons fait. Nous l'avons rendu éternel. Et le seul endroit qui avait du sens pour notre mariage, c'était le centre d'éducation, notre terre, notre travail, notre cœur. Nous avons choisi une décoration biodégradable, de la nourriture locale et une cérémonie sous la même crête où notre faucon avait pris son premier envol. Tout était parfait jusqu'à ce que le fantôme de mon passé remonte là les 3 jours avant le mariage. Mason. Et il n'était pas là pour nous féliciter. 3 jours avant le mariage, le centre était en pleine effervescence. Le personnel transportait des chaises pliantes vers la clairière de l'amphithéâtre. La mère de Noah, Patricia, vérifiait les arrangements floraux faits de plantes sauvages locales. J'étais en train d'enfiler des lanternes biodégradables entre 2 vieux épicéas, me sentant tranquillement fier que tout, absolument tout, reflète qui nous étions. Puis j'ai entendu le crissement des pneus sur le gravier. Au début,
j'ai supposé que c'était l'un de nos bénévoles ou les traiteurs qui arrivaient en avance. Mais quand je me suis tourné vers le parking, mon souffle s'est coupé. Un homme est sorti d'une voiture qui ne m'était pas familière, mais lui, si. Mason. Sauf que ce n'était pas le Mason que je me souvenais. Cette version de lui semblait fanée, dégonflée, en décalage avec le monde qui l'entourait. La barbe qu'il taillait autrefois méticuleusement était inégale. Ses cheveux autrefois impeccables pendaient, gras, non lavés. Ses vêtements, habituellement chers et choisis, ressemblaient à des articles de fin de série portés trop de jours d'affilée. Même sa posture était différente. Pas arrogante, pas performative, juste fatiguée. Il a marché vers moi à pas inégaux, comme quelqu'un qui se prépare à un impact. « Kira » a-t-il appelé en levant la main. Je suis descendu de la souche d'arbre et je me suis redressé. Je n'avais pas peur. Je n'étais pas en colère. Surtout, j'étais agacé qu'il s'introduise dans la semaine la plus heureuse de ma vie. Mason, ai-je dit d'un ton égal. C'est une propriété privée. Je sais, a-t-il dit rapidement. Je sais, et je suis désolé. Je devais juste te parler. C'est important. Non, ai-je répondu. Ce que tu devais faire, c'était rester à l'écart. Il a tressailli, mais il n'est pas parti. Il a fait un pas de plus, baissant la voix. Kira, écoute. Je sais maintenant que tu ne méritais pas la façon dont je t'ai traité. J'ai beaucoup réfléchi, et je veux te mettre en garde contre quelque chose. J'ai haussé un sourcil. Me mettre en garde ? Il a hoché la tête, déglutissant difficilement. C'est à propos de Noah. J'ai failli éclater de rire. Bien sûr. Quand tout le reste échoue, il se tourne vers la diffamation. Qu'en est-il de Noah, ai-je demandé en croisant les bras. Il t'utilise, a dit Mason, la voix tremblant légèrement. Non pas de conviction, mais de désespoir. Il a manipulé toute cette situation depuis le début. Il t'a vu comme une opportunité. Une opportunité pour quoi, ai-je demandé, vraiment curieuse de la fiction qu'il allait inventer. Pour le succès, a dit Mason, pour la stabilité, pour la pertinence. Tu as des terres, des compétences, toute une communauté de suiveurs. J'ai levé la main. Quelle communauté ? Je ne poste rien. Il a hésité, et dans cette hésitation, tout son argument s'est effondré. Mais il a quand même insisté. Kira, le centre, tu as construit tout ça parce que tu avais peur d'être insignifiante après mon départ. Et Noah en a profité. J'ai cligné des yeux. Vraiment ? Cligné. Mason, ai-je dit lentement. Tu crois vraiment que tout dans mon orbite tourne autour de toi, n'est-ce pas ? Il a ouvert la bouche. Mais avant qu'il ne puisse parler, une autre voix est intervenue. En fait, a dit Noah derrière moi, son orbite existe très bien sans toi. Mason s'est raidi. Noah s'est approché de moi, s'essuyant les mains sur un chiffon d'atelier. Il réparait une charnière de portail et a probablement tout entendu. Mason, a-t-il dit en hochant la tête une fois. Tu dois partir. Mais Mason n'avait pas terminé. Son orgueil ne le lui permettrait pas, j'essaie de la sauver, a insisté Mason en faisant des gestes sauvages vers nous deux. Elle ne comprend pas que cette relation, cette installation, c'est de la vengeance. Elle l'a construit juste pour prouver qu'elle est meilleure que moi. Je l'ai regardée et pour la première fois, je n'ai pas vu l'influenceur poli qui a essayé de réduire ma vie pour l'adapter à la sienne. J'ai vu un homme se noyant dans les ruines de son propre ego. Mason, ai-je dit prudemment, nous avons commencé à construire ce centre avant même que tu ne publies cette annonce de rupture. Avant que tes abonnés ne se retournent contre toi, avant que tes contrats sponsorisés ne tombent. Il est devenu pâle. Et laisse-moi être très clair, ai-je ajouté. Ma vie a cessé de tourner autour de toi à la seconde où tu as essayé de me déclasser. Tout ce que j'ai construit après, c'était pour moi, pas pour toi. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Mais tu vas l'épouser, a dit Mason, la voix se brisant maintenant. Tu vas vraiment épouser mon frère ? Tu ne vois pas à quel point c'est tordu ? Avant que je puisse répondre, une autre voix est entrée dans la conversation. Sèche, sévère et en ayant assez du drame. Mason Arthur Blake, a dit Patricia en marchant vers nous avec la force d'une femme qui avait élevé 2 fils et en avait assez toléré. Arrête de te ridiculiser.
Les yeux de Mason se sont écarquillés. Maman, non. Si, a-t-elle claqué. J'ai écouté tes excuses pendant des années. Mais ça, elle a balayé sa main vers Noah et moi, ça ne te regarde plus. Maman, il est. Noah construit la vie qu'il veut. Et Kira, elle ne t'appartient pas. Elle ne t'a jamais appartenu. Le monde est devenu silencieux. Seul le bruit du vent frôlant les arbres bougeait en arrière-plan. Richard s'est approché ensuite, les mains dans les poches, le regard stable. Mason, a-t-il dit, la voix calme mais dangereuse. Tu n'as assumé la responsabilité d'aucun de tes choix. Tu as blessé Kira. Tu as menti à ce sujet en ligne, et maintenant tu veux réécrire le récit pour te sentir comme la victime. Il a secoué la tête. Ça suffit. Mason est resté figé comme un animal acculé. Il m'a regardé avec un désespoir soudain et sauvage. Kira, s'il te plaît, a-t-il murmuré. Dis-moi que tu t'en soucies encore. Dis-moi que ce n'est pas réel. Dis-moi. Et puis, comme si le destin lui-même avait un excellent sens de l'humour, la cousine adolescente de Noah, la même fille qui a taquiné Mason au barbecue, est apparue au bord de la clairière en tenant une pile d'assiettes biodégradables. Elle a évalué la scène, a soupiré et a dit fort, « Mec, si elle est si insignifiante pour toi, pourquoi es-tu ici à essayer de ruiner son mariage ?» Silence. Un silence abasourdi et glorieux. Le visage de Mason s'est décomposé, son orgueil s'est fissuré comme de la glace mince. Et enfin, il a craqué. Non pas de colère, mais en quelque chose de brut et de petit. Bien, a-t-il marmonné. Bien, ayez votre petit mariage. Ayez votre petit centre. Voyez si ça m'importe. Il est retourné en trombe vers sa voiture, trébuchant sur une racine d'arbre, jurant à voix basse, s'essuyant les yeux d'une manière qu'il a essayé très fort de faire paraître comme de l'irritation et non des larmes. Mais nous avons tous vu. Nous savions tous. Noah a sorti sa radio et a appelé la sécurité. Escortez-le hors de la propriété, a-t-il simplement dit. Il est en violation de domicile. Ce qu'ils ont fait rapidement et professionnellement. Mason ne s'est pas battu. Il est simplement parti en voiture, les pneus crachant de la poussière, disparaissant sur la route comme un fantôme, finalement balayé de l'histoire. Quand la voiture a disparu au tournant, tout le groupe a expiré à l'unisson. Eh bien, a dit Noah en enroulant un bras autour de mes épaules. Au moins, il n'y a plus de fantômes qui hantent notre célébration. Je me suis appuyé contre lui, et pour la première fois depuis que tout cela a commencé, je l'ai cru. Il ne restait plus de fantômes, seulement nous, et la vie que nous allions commencer. Le jour de notre mariage s'est levé, clair et lumineux, le genre de matin qui ressemblait à une bénédiction. La lumière du soleil filtrait à travers les arbres en bandes dorées et chaudes. L'air était vif mais doux. Les oiseaux jacassaient comme s'ils comméraient sur le spectacle à venir. Même le ruisseau derrière l'amphithéâtre semblait couler un peu plus musicalement, comme si toute la forêt était d'accord. Oui, aujourd'hui est un bon jour. La clairière que nous avions choisie pour la cérémonie était le même amphithéâtre naturel que Noah et moi avions découvert le premier jour de la visite de la propriété. À l'époque, ce n'était rien de spécial, juste un creux dans le terrain, partiellement envahi par la végétation, calme et caché. Maintenant, il était vivant. Des bancs en bois construits par nos soins, poncés et teints lors de séances de travail nocturnes, encerclaient la zone de l'hôtel. De simples guirlandes de verdure sauvage drapaient les bancs. Des lanternes pendaient des branches d'arbres, captant la lumière du matin sur leurs abat-jours en papier biodégradable. Notre personnel se déplaçait avec une joie concentrée, ajustant les sièges, plaçant des carafes d'eau, s'assurant que les hiboux sauvés dans l'enclos voisin étaient calmes et nourris avant l'arrivée des invités. Tout était exactement comme nous le voulions. Pas extravagant, pas organisé, pas performatif, juste honnête, intentionnel. À nous. Patricia m'a aidé à épingler la dernière mèche de mes cheveux, reculant pour admirer son travail avec la fierté discrète d'une femme qui avait toujours voulu une fille et en avait enfin une. Tu ressembles à toi-même, a-t-elle dit, douce et chaleureuse. C'est ce qui compte. Elle n'a pas dit, belle, bien qu'elle aurait pu. Mais, toi-même, signifiait plus. Alors qu'elle partait pour s'habiller, je me suis glissé dans la robe suspendue près de la fenêtre. Du lin doux brodé de subtils motifs de fleurs sauvages, cousu à la main par la grand-mère de Noah. Rien de dramatique, rien de tapas accent grave-l'œil, juste moi. Quand je suis sorti,
la brise de la forêt a attrapé l'ourlet, le soulevant légèrement comme si la nature elle-même donnait un signe d'approbation. Les invités ont commencé à arriver. Personnel, étudiants, parents, partenaires de réhabilitation de la faune, gardes de parc, enseignants, randonneurs, défenseurs de l'environnement locaux. Chaque personne présente représentait une partie de notre parcours. Pas de chaussures de créateurs, pas de moments de contenu chorégraphiés, pas d'amis influenceurs posant pour des réels, juste de vraies personnes qui croyaient en ce que nous construisions. Et puis Noah est apparu. Il portait un simple gilet anthracite et des manches retroussées, ses cheveux noirs attachés lâchement à l'arrière, ses yeux s'adoucissant en me voyant, complètement sans défense, toute chaleur. Soudain, le monde s'est rétréci, non pas petit, non pas étouffant, juste concentré, comme si tout avait mené lentement, douloureusement, magnifiquement à ce moment précis. Il m'a tendu la main alors que je remontais l'allée, et quand nos mains se sont rencontrées, c'était comme un ancrage et un envol à la fois. Richard a officié la cérémonie de sa voix stable et rauque. Il n'était pas trop sentimental, mais chaque mot qu'il prononçait portait le poids d'un homme qui avait vu son fils trébucher, se briser, se reconstruire et finalement choisir mieux. Noah, a dit Richard, tu as toujours eu un bon cœur. Aujourd'hui, tu choisis quelqu'un dont le cœur correspond au tien. Il s'est tourné vers moi. Et Kira, tu as montré de la force, du cran et de la compassion d'une manière qui change cette famille. Aujourd'hui, tu ne nous rejoins pas. Tu nous guides. Noah a serré ma main. Je n'ai pas pleuré. Noah, si. Silencieusement, parfaitement. Nous avons échangé nos vœux. Nous nous sommes écrits des promesses simples sur le partenariat, la responsabilité, le travail que nous accomplissons et l'avenir que nous voulions construire, à la fois sur la terre et l'un avec l'autre. Quand ils ont dit « mari et femme », la forêt a semblé expirer, et les applaudissements qui ont résonné à travers les arbres n'étaient pas bruyants ou chaotiques. Ils étaient chaleureux, constants, vrais. La réception a eu lieu sous une canopée de guirlandes lumineuses que nous avions installées plus tôt dans la semaine. Les tables étaient dressées avec de la nourriture locale, des légumes rôtis, des fruits frais, du pain artisanal, de la farine sauvage, du miel et des plats apportés par notre personnel. Les gens riaient facilement. Les enfants couraient entre les arbres. Les hiboux ululaient depuis leur enclos dans ce qui ressemblait à une approbation. À un moment donné, j'ai vu Noah danser maladroitement avec deux jeunes étudiants de mon précédent cours de survie, tous deux gloussant en essayant de lui apprendre un mouvement de TikTok qu'il était clairement incapable d'apprendre. C'était parfait. Plus tard, alors que la foule se clairsemait et que les dernières lanternes brûlaient faiblement, Noah et moi sommes descendus jusqu'au ruisseau. Les lucioles planaient comme des étincelles flottantes, l'eau brillait d'argent sous le clair de lune. Il a enroulé ses bras autour de moi par derrière, le menton frôlant mon épaule. « Penses-tu parfois à la façon dont nous en sommes arrivés là » a-t-il murmuré. « Tout le temps » ai-je dit. « Et est-ce que ça semble réel ?» Je me suis appuyé contre lui. Plus réel que tout ce que j'ai jamais connu. Nous sommes restés là en silence alors que le ruisseau murmurait sur la pierre et la racine. Quelque part au loin, un renard a glapi. Un son sauvage et brillant qui m'a frappé comme étrangement symbolique. Les nouveaux départs ressemblent souvent à ça. Inattendu, indompté, vivant. 3 ans ont passé en ce qui a semblé être 2 clignements d'yeux et une longue et belle inspiration. Notre centre de conservation s'est étendu à 24 hectares après qu'une organisation partenaire a fait don de terres adjacentes. Nous avons construit de nouveaux enclos, ajouté un deuxième bâtiment de classe et embauché 8 autres membres du personnel. Nous avons réhabilité plus de 400 animaux rien que pour notre 3e année. Nous avons formé des éducateurs qui ont ensuite lancé des programmes similaires dans d'autres États. Nous avons fait l'objet d'un documentaire régional sur les modèles de conservation innovants. Et un soir, après une journée passée à enseigner la construction d'abris d'urgence à un groupe de lycéens, Noah m'a trouvé sur la terrasse principale avec une tasse de thé. « Tu sais, » a-t-il dit en repoussant une mèche de cheveux derrière mon oreille, « je ne t'ai jamais remercié. » Pourquoi ? D'être sorti de ce restaurant. J'ai ri. Tu n'as pas à me remercier pour ça. Non, a-t-il dit doucement. Mais si. Parce qu'au moment où tu t'es choisi, tout le reste est devenu possible. Il m'a embrassé doucement. Et j'ai réalisé alors que l'amour, le vrai amour, ne se construit pas sur de grands gestes ou un timing parfait. Il se construit sur des partenaires qui voient votre valeur, même quand quelqu'un d'autre a essayé de vous convaincre que vous n'en aviez pas. Des partenaires qui vous choisissent non pas pour l'esthétique, la richesse, le statut ou les apparences,
mais pour qui vous êtes dans les moments calmes. Qui vous êtes quand personne ne regarde. Qui vous êtes quand le monde s'assombrit et qu'il ne vous reste que l'instinct, le courage et le cœur. Et si vous avez la chance de trouver quelqu'un qui voit tout cela en vous, vous vous accrochez. Non pas parce que vous avez besoin d'eux pour vous compléter, mais parce que vous pouvez construire quelque chose d'extraordinaire ensemble, plus grand que ce que l'un ou l'autre aurait pu construire seul. Alors que je suis ici maintenant, 3 ans après ce dîner d'anniversaire désordonné et humiliant qui m'a autrefois semblé la fin de mon monde, je réalise que c'était le début de mon vrai monde. Parce que parfois, être brisé n'est pas un échec. Parfois, c'est une ouverture. Parfois, c'est dégager un chemin pour la vie qui vous attendait depuis le début. Et à quiconque écoute ceci et a déjà été traité comme s'il était petit, insignifiant ou pas assez, rappelez-vous ceci. Vous n'êtes pas un déclassement. Vous n'êtes pas un bouche-trou. Vous n'êtes pas un plan de secours. Vous êtes le commencement de quelqu'un, la paix de quelqu'un, le partenaire de quelqu'un dans un but plus grand que l'ego. Et au moment où vous vous choisissez, tout change.